peu connus de l'ensemble des opérateurs. Le premier étant les grands flux mondiaux des produits agricoles. Pour rappel, chaque année sont échangés au niveau mondial 666 millions de tonnes de produits agricoles de tout type, depuis les céréales et les oléagineux jusqu'aux huiles, le sucre, le cacao, les jus d'orange et j'en passe. Le point qui est peu compris par le marché, en particulier français et européen, c'est que sur ces 666 millions de tonnes, 287 sont achetés par la grande région asiatique, depuis l'Inde jusqu'à la Chine, mais surtout toute la partie sud-est asiatique. Quand on s'intéresse à cette zone plus particulière, il est relativement habituel d'avoir des chiffres et de se focaliser sur la Chine, qui n'est pas le premier importateur de la région. Sur ces 287 millions de tonnes importées par cette grande Asie, seulement 120 vont en Chine, 150 par contre allons sur les autres pays de la région du Sud-Est, et enfin 17 millions de tonnes sur l'Inde. Cette région est critique dans la compréhension de l'évolution du prix et de l'évolution des demandes, et comme on peut le noter sur cette carte, l'Europe, bien que centrale, est très éloignée de ces différents flux. Si on regarde maintenant plus précisément la croissance économique dans cette région, on se rend compte qu'en plus du fait d'être déjà le premier acheteur de produits agricoles dans le monde, elle a la chance ou le talent d'avoir une augmentation très significative de sa croissance dans l'année 2017. Aujourd'hui, il est communément admis que des croissances de l'ordre de 6% dans la région sont admises. Cela aura pour conséquence une augmentation très significative de la demande de la classe moyenne dans cette région, la demande de la classe moyenne se caractérisant par une demande beaucoup plus importante pour tous les produits viande, typiquement. Vous voyez sur ce graphe le prix de la viande de porc au niveau de la Chine et au niveau des grands autres marchés, la France et les États-Unis en l'occurrence. On se rend compte que, dû à une demande très soutenue par ce pays, mais également des réformes profondes imposées par le gouvernement chinois, qui aujourd'hui réduit significativement la production porcine au niveau des petites fermes chinoises pour les reconvertir dans des grands élevages industriels qui ont l'avantage d'avoir une gestion de toutes les pollutions beaucoup plus avancée, fait que cette région est devenue aujourd'hui un très grand importateur de viande au niveau mondial. Vous voyez là l'importation mensuelle de cette région. Les Chinois maintenant importent 300 000 tonnes de viande par an. Il est à noter que ces 300 000 tonnes de viande par mois représentent l'équivalent d'à peu près 700 000 tonnes d'aliments du bétail par mois, aliments du bétail qui bien évidemment est produit dans les autres régions du monde et absolument pas en Chine. Un autre indicateur que nous utilisons pour bien mesurer les tensions que l'on peut rencontrer dans cette région sud-est asiatique, c'est le prix des produits laitiers. Là, en l'occurrence, vous avez sur ce graphe le prix du beurre en France, mais également le prix du lait en France, suite à une réduction notable de la production mondiale de lait, avec des prix qui étaient très bas et qui ont engendré de nombreuses faillites, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais également en France et en Europe. Le lait aujourd'hui est un produit qui est en déficit au niveau mondial et on a immédiatement constaté une hausse très forte des produits laitiers, hausse très forte qui est grandement alimentée par une demande très significative, encore une fois, de cette grande région Asie du Sud-Est. Donc, cette région et le monde au niveau de ces grands pays en voie de développement ou développés a une croissance de sa demande qui est très soutenue. Vous voyez sur ce graphe la consommation mondiale de blé, et depuis 2007, chaque année, quoi qu'il se passe, quelle que soit la taille de la récolte mondiale, on assiste au niveau de la consommation à une augmentation de 10 millions de tonnes sur le blé, et si on regarde le maïs, c'est 20 millions de tonnes par an. Alors, facile à expliquer, maintenant très largement oublié dans tous les commentaires, 30 millions de tonnes de plus de demande de céréales au niveau mondial, c'est juste l'augmentation démographique du monde. Chaque année, on additionne 80 millions d'habitants de plus sur cette terre. 80 millions d'habitants nécessitent un ordre de grandeur de 30 millions de tonnes de céréales, d'oléagineux et de produits alimentaires de plus chaque année. Donc une demande très soutenue. Très clairement, cette demande est grandement alimentée par une augmentation des productions locales. Maintenant, ça ne suffit pas. Et donc on constate un développement du commerce international. En l'occurrence, si l'on additionne le blé, le maïs, l'orge et le riz, les céréales, c'est une augmentation de 10 millions de tonnes par an. Donc une demande qui est très soutenue, qui est constante, qui n'arrête pas d'augmenter dans le monde,
Et en regard de ça, des productions qui sont fortement challengées par le développement des problèmes climatiques. On a beaucoup parlé de El Niño il y a 1 an et demi en arrière, qui a fortement impacté les productions de céréales, mais également les productions de graines oléagineuses. Nous reviendrons sur la production d'huile de palme un peu plus tard. Aujourd'hui, les récoltes sont magnifiques au niveau international, elles continuent d'être excellentes. La grande question à laquelle nous allons devoir répondre est de savoir si elles vont suffire à nourrir cette croissance de la consommation et cette croissance de la classe mondiale au niveau international. Les récoltes de l'hémisphère sud qui viennent de se conclure pour la partie blé ont été excellentes. On a eu une très très bonne récolte en Argentine et une récolte exceptionnelle en Australie. Maintenant, nous constatons que cette récolte argentine a été immédiatement captée par la demande locale du Mercosur, en particulier le Brésil, qui va importer à peu près les 2/3 du surplus exportable argentin. Le reste de la disponibilité argentine va, lui, répondre à une demande très soutenue de la partie africaine du sud-est. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette partie de l'Afrique, aujourd'hui, fait face à une récolte insuffisante, très fortement challengée par différentes attaques d'insectes et une climatologie qui n'est pas favorable. Au niveau de l'Australie, l'Australie particulièrement bien positionnée par rapport à cette demande sud-est asiatique, est en train de commencer sa période d'exportation. 4 millions de tonnes ont été exportées le mois dernier. L'essentiel de ces exportations vont en direction de cette Asie du Sud-Est, répondre à cette demande que nous venons de voir. Dans les récoltes qui sont dans le sol à l'heure actuelle, les semis viennent de se terminer en maïs au niveau de l'Argentine et du Brésil. Ils se sont passés dans des situations relativement compliquées, avec une climatologie qui a été alternativement trop sèche puis très humide et qui ont engendré des semis compliqués. Tout a été semé, donc pour l'instant nous avons un potentiel qui est significatif au niveau de l'Amérique latine en maïs. Maintenant, la climatologie est particulièrement complexe. Au niveau du soja, encore une fois, les semis se sont bien passés. Les récoltes sont déjà en cours au niveau du Brésil. On récolte les premiers champs. Encore une fois, une climatologie très compliquée. Pour illustrer mon point de vue, vous voyez là 2 cartes météorologiques actuelles où on voit une alternance de zones très sèches et de zones très humides. Je vous rappelle que les plantes n'aiment pas trop ces excès d'humidité, de sécheresse, de température. Donc aujourd'hui, c'est loin d'être gagné. On a l'obligation d'avoir de très belles récoltes dans cette région. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que les conditions soient idéales, même si, pour l'instant, ça se passe correctement. Toute cette situation de production est compliquée par l'échange. Aujourd'hui, comme vous le savez, étant dans les locaux de Saxo, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais le dollar et le dollar index, aujourd'hui, remettent en cause beaucoup de monnaies dans des pays en voie de développement qui sont très fortement challengés. Donc en l'occurrence, pour illustrer mon propos, je vous ai mis le graphe de la hryvnia, monnaie ukrainienne, comme vous savez, très grand pays de producteurs de céréales et d'oléagineux en Europe de l'Est. Cette monnaie est très fortement challengée, dévaluée très significativement. Les conséquences de la volatilité sur les monnaies émergentes, que ce soit la hryvnia, le rouble, j'aurais pu rajouter le pesos argentin, le réal brésilien, voire la ringgit malaisienne, devise très importante pour l'huile de palme. Ces dévaluations successives et ces mouvements brutaux engendrent au niveau des producteurs un comportement de rétention sur la marchandise, étant donné qu'une dévaluation a pour conséquence d'augmenter les prix au niveau de la monnaie locale. Donc aujourd'hui, typiquement au Brésil et en Argentine, les ventes des agriculteurs sont très en retard par rapport à l'habituel, ceux-ci préférant garder des stocks au niveau des exploitations et vendre à la dernière minute pour bénéficier des différentes dévaluations. Au niveau des marchés mondiaux, maintenant, il est important de noter que nous sommes sur des prix très bas. Vous avez là le prix du blé aux États-Unis, sur Chicago, et vous vous rendez compte que sur un horizon long, là, depuis 2004, nous sommes à des niveaux de prix quasiment inconnus, excessivement bas, qui ont pour conséquence que les agriculteurs soit décident de ne pas semer ces productions qui aujourd'hui ne leur permettent pas de valoriser les investissements qu'ils font au niveau des semis. Et aux États-Unis, cette année, nous constatons une baisse très significative des ensemencements d'hiver du blé. La deuxième conséquence, c'est que les agriculteurs n'ayant pas les moyens d'investir correctement ont plutôt sont plutôt dans une phase de désintensification de leur production. La désintensification ayant une conséquence, c'est qu'en cas d'événement climatique important,
la plante est moins résistante à ces différents éléments. Donc le prix du blé est très clairement à des niveaux très très bas, non compétitifs aujourd'hui au niveau des États-Unis. Si l'on regarde le prix du blé en France, et donc là en l'occurrence rendu Rouen, on se rend compte que le facteur est moins marqué, merci à l'euro-dollar. C'est très clair que le mouvement de l'euro-dollar qu'on a connu depuis 2 ans, de 1,35 jusqu'à aujourd'hui 1,06, nous aide relativement pour avoir des prix qui sont très bas, qui ne sont pas rémunérateurs pour les agriculteurs, mais qui sont moins dramatiques que la situation aux États-Unis. On pourra noter également que depuis la moisson française, alors que les marchés mondiaux sont décrits comme surapprovisionnés en céréales, nous avons un mouvement de hausse régulier au niveau des prix français, qui aujourd'hui viennent d'atteindre un prix supérieur au dernier pic de 2015. Si on regarde le prix du maïs US, qui se porte un peu mieux que le prix du blé, il est toujours dans une gamme de prix très faible, qui ne motive pas les agriculteurs au semis. Le seul contre-exemple aujourd'hui, même s'il n'est pas exceptionnel, c'est le soja. Le soja est à un prix aujourd'hui qui permet d'équilibrer le compte au niveau des agriculteurs américains. Et ce niveau de prix, qui comme vous le voyez sur ce graphe n'est pas exceptionnel par rapport au passé, va au printemps prochain engendrer des semis très importants de soja américain et en concurrence avec les semis de maïs, car le soja est le seul produit dans lequel les agriculteurs réussissent à équilibrer leur compte et à gagner un petit peu d'argent. Si on regarde maintenant l'évolution d'un produit de base, qui est les différentes huiles végétales, en l'occurrence le prix des huiles végétales physiques à Rotterdam, point d'importation important européen, on constate un mouvement très important de hausse sur l'huile de palme depuis le mois d'août dernier. Ce mouvement est essentiellement justifié par l'impact du dernier phénomène El Niño qui est un changement majeur des régimes climatiques au niveau international et qui a engendré une sécheresse très longue sur les zones de production de palmiers à l'huile dans cette région malaisienne et indonésienne. Les conséquences de ces sécheresses longues se font sentir avec un phénomène de décalage, puisque ce sont des arbres. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période de production la plus basse d'huile de palme au niveau international. Cette huile, peu connue et peu utilisée en Europe, en dehors des biocarburants, représente quand même 40% des huiles végétales consommées dans le monde, en particulier dans toutes les huiles de friture. Cette augmentation très significative liée à un manque de disponibilité fait qu'aujourd'hui, l'huile de palme est quasiment arrivée au même niveau de prix que les autres huiles européennes et pousse, entre guillemets, les consommations d'huile de tournesol, d'huile de colza et d'huile de soja. Si on revient plus spécifiquement sur l'huile de palme, vous avez sur ce graphe les productions annuelles dans cette région du monde, en l'occurrence l'Indonésie et la Malaisie. Vous vous rendez compte que 2016 est une année de production qui a été très faible comparée à 2015, liée donc à cette sécheresse sur les palmiers à huile, à peine dans la moyenne historique, en sachant qu'on a quand même une augmentation très significative des surfaces chaque année dans cette région du monde. Aujourd'hui, nous sommes au point le plus bas de la production. Nous espérons une reconstitution de la production d'huile de palme dans les mois qui viennent. Dans le même temps, les pays importateurs, en particulier la Chine, l'Inde, mais également l'Europe, pour la production de biodiesel, ont été amenés à réduire leur stock d'une façon très importante. Et même si nous constatons une reconstitution de la production dans les mois qui viennent, dans un premier temps, ça ne permettra seulement qu'à augmenter légèrement les stocks dans les pays de destination qui sont particulièrement bas à l'heure actuelle. Quand on regarde le bilan du colza, donc produit traité sur Euronext, vous pouvez retrouver sur la plateforme Saxo, le bilan mondial de production est faible. Nous avons une production qui est contrainte depuis de plusieurs années par différents éléments climatiques et le peu d'intérêt de cette production au niveau des producteurs. La trituration, elle, est maximisée et donc nous n'avons aucun stock disponible pour augmenter la production d'huile de colza dans le monde. Les semis de 2017-2018 ont déjà eu lieu au niveau de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est. Rien de significatif n'a été obtenu dans les semis. Nous pensons aujourd'hui que le prix du colza au Canada va susciter une augmentation significative de la feuille de colza au Canada. Dans le même temps, les rendements de l'an dernier ont été exceptionnels et il est peu probable qu'ils se réitèrent l'an prochain. Donc rien de neuf au niveau du colza, ça va rester un produit recherché
pour des triturations et avec des stocks qui seront relativement faibles. Donc le seul grain qui permet d'équilibrer le marché mondial, c'est donc le soja, qui, comme vous le voyez, est en croissance majeure depuis de très nombreuses années. On s'attend de nouveau à une augmentation très significative de la production de soja, et en particulier aux États-Unis l'an prochain, compte tenu de l'attractivité de cette production par rapport aux autres produits. Dans le même temps, on voit que le stock, à la fin de la campagne, reste très bas, donc pas le droit à l'erreur sur cette graine. Situation mondiale des oléagineux qui est tendue, qui devrait se détendre avec le retour en production de l'huile de palme. Dans le même temps, on travaille vraiment sur la crête de la production en ce moment. Le moindre problème en Amérique latine ou dans les semi-américains peut remettre le feu à ce produit assez rapidement. Au niveau des céréales, donc on l'a vu, une production qui est très significative au niveau de l'hémisphère sud, mais dans le même temps qui est très mal répartie. L'Argentine donc va être totalement absorbée par la demande brésilienne et la demande africaine du sud-est. L'Europe de l'ouest et de l'est se concentre sur l'approvisionnement de cet immense marché qui est le Maghreb, le Machrek et toute la zone sud de la Méditerranée. Les États-Unis, où les quantités importantes sont disponibles, viennent compléter les disponibilités australiennes sur l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, quand on regarde les exportations de la zone européenne, nous sommes à des niveaux d'exportation parfaitement comparables à ceux de l'an dernier, et qui restent très soutenus, alors que la production européenne est en recul de 17 millions de tonnes. Donc aujourd'hui, si on veut un bilan des céréales équilibré à la fin de la campagne, il va falloir que les céréales européennes rationnent leur exportation d'une façon très significative dans les 4 derniers mois de la campagne, ce qui devrait nécessiter une augmentation de prix importante des céréales européennes par rapport à leurs concurrents mondiaux. Aujourd'hui, sur avril-juin, on ne trouve pas d'origine largement disponible. Nous avons déjà vu que l'Argentine ne sera pas une alternative, que l'Australie est captée par le sud-est asiatique. On peut se poser des questions sur quelle origine vont approvisionner la partie Maghreb, en particulier Algérie, Maroc, mais également Égypte. Des volumes importants restent disponibles en Ukraine et en Russie. Dans le même temps, les canaux d'exportation ne permettent pas une augmentation significative des exportations dans cette zone. Donc situation très embarrassante qui devrait nécessiter des mouvements de prix significatifs entre les origines, en particulier le blé Euronext, le blé américain et les blés russes. Quand on regarde maintenant la situation 2017, pour se faire une petite idée, je vous ai représenté sur ces graphes 2 indicateurs, les stocks mondiaux en rouge et les stocks hors Chine en jaune. Aujourd'hui, il est communément admis dans la communauté des analystes que nous avons une situation de stock très large au niveau mondial, et vous le voyez très bien sur le stock, la barre rouge 2016, qui est décrite comme très importante. Dans le même temps, comme vous le savez, la Chine est un immense pays qui a eu dans le passé des grosses problématiques de famine et qui donc stocke chez elle des volumes très importants disponibles pour le marché chinois, mais qui ne viennent pas remplacer d'autres origines au niveau international. Ce sont des disponibilités, oui, mais des disponibilités qui ne permettent pas de régler des problèmes. Donc dans l'approche du groupe ODA, nous retirons ce pays des bilans pour comprendre les disponibilités réellement mobilisables pour le marché. Et là, on découvre que, et c'est la barre jaune que vous pouvez voir sur votre écran, que les disponibilités de cette année, bien que significatives, ne sont absolument pas aberrantes par rapport aux années précédentes, ce qui explique les mouvements que l'on peut commencer à voir sur les différents marchés de céréales au niveau international qui se reprennent petit à petit. Et quand nous regardons la situation de l'an prochain, avec cette baisse très significative des semis au niveau des États-Unis, mais également au niveau de la Russie et dans une moindre mesure au niveau de l'Ukraine, les stocks vont très largement se dégrader à des niveaux qui sont beaucoup plus comparables aux années 2011-2012 et qui donc justifient des prix qui devraient être différents de ceux que nous voyons à l'heure actuelle. Si nous nous intéressons maintenant, donc voilà le bilan blé qui est beaucoup plus tendu que celui que j'ai évoqué précédemment. Donc celui du précédent, j'ai interverti maïs et blé, mais bon, la discussion est la même. Dans les deux cas, nous avons une situation de stocks mondiaux disponibles pour les pays importateurs qui est significativement dégradée par rapport aux années précédentes. Nos conclusions au niveau du marché, donc de belles récoltes
dans les hémisphères sud, mais qui n'ont eu aucun impact sur le marché, voire même ont surpris le marché par la vitesse à laquelle ces volumes ont été captés par leur environnement local. Une consommation mondiale qui est très soutenue, qui va continuer à se développer compte tenu des évolutions du PIB dans la grande zone Asie du Sud-Est, mais également africaine. Une production 2017 de céréales qui aujourd'hui est toujours à risque. La climatologie est très loin d'être parfaite en Amérique latine. L'hiver, au niveau de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est, a été une alternance de températures froides, de couvertures neigeuses, pas toujours optimale. Dans le même temps, aucun élément nous laisse penser aujourd'hui à des grands dégâts de gel. Dans le même temps, ce n'est pas un temps idéal et toute la saison de pousse ne fait que commencer au niveau des céréales européennes de l'Ouest et européennes de l'Est. Donc on est loin de la récolte encore aujourd'hui. Donc des marchés qui sont bas, maintenant dans le même temps, une demande qui est très soutenue. Et aujourd'hui, pour nous, des bilans mondiaux qui ne justifient pas les prix bas que nous avons à l'heure actuelle. Il faut que les agriculteurs soient plus motivés pour mieux entretenir leurs plantes. Et donc aujourd'hui pour ODA, un biais, que ce soit en céréales ou en oléagineux, qui reste haussier et qui devrait permettre aux agriculteurs européens, mais également à l'industrie, d'avoir une rémunération un peu meilleure pour ces productions pour la campagne prochaine. Je vous remercie et je vais passer maintenant la parole à Nicolas de Guiteau qui va plus focaliser sur comment utiliser nos analyses au niveau de l'exploitation de l'exploitation agricole, de comment transférer cette compréhension des marchés internationaux en gestion de risque sur l'exploitation. Et à la fin de cette discussion, nous répondrons aux différentes questions que vous voudrez bien nous poser. Alors, très rapidement, bonjour à tous. Donc je me présente très rapidement, je m'appelle Nicolas de Guiteau, je suis courtier chez ODA Futures, qui est une des filiales du groupe ODA, qui s'occupe essentiellement de toute la partie gestion en risque de prix et toute la partie opérationnelle de courtage financier. Voilà. Donc, pour prendre la suite de Didier, voilà. Le groupe ODA est une entreprise de risk management, ça je crois que vous l'avez bien compris. Et pour bien illustrer notre méthode de travail, je vous propose de prendre l'exemple simple d'un agriculteur producteur de céréalier, sachant que cette méthode de travail est parfaitement duplicable à d'autres problématiques, que ce soit des problématiques industrielles, ou que ce soit des problématiques d'organismes stockeurs, ou de fabricants d'aliments, etc., etc. Enfin bref, tout ce qui touche au marché des grains. Alors, notre agriculteur céréalier, il a 3 contraintes. La première, c'est qu'il a des coûts de production à l'hectare qui sont relativement incompressibles et qui sont généralement assez lourds. L'agriculture est un secteur d'investissement lourd. La deuxième contrainte de notre agriculteur, c'est qu'il a un risque de rendement qui est très fort. Et pour illustrer ça, on voit bien cette année, par exemple, que nous avons des rendements qui ont baissé de l'ordre de 20% par rapport à la moyenne. C'est-à-dire qu'on est passé de 7,5 tonnes à l'hectare à 5,5 tonnes. Et donc tout de suite, l'impact sur le niveau de rentabilité à la tonne peut être très très fort. Et puis en face de ces contraintes d'entreprise, on a des marchés qui, eux, sont volatiles et qu'il faut s'approprier, qu'il faut apprivoiser pour essayer de piloter son exploitation. Alors, juste pour illustrer ça, si on prend l'exemple du blé, en considérant qu'on a des charges globales à l'hectare qui sont de l'ordre de 1 200 €, eh bien en passant d'un rendement de 8 tonnes à un rendement de 6 tonnes hectare, on a un prix de revient à la tonne qui passe de 150 à 200 € tonne. Et quand on associe cela à une évolution de marché, vous avez ici un historique de prix depuis 2007 sur les prix du blé départ centre de la France, par exemple, eh bien vous voyez bien que, en fait, alors, soit il y a des zones, des niveaux de prix sur lesquels, je dirais, la situation est tout à fait confortable, au-dessus de 200 € tonne, départ ferme, a priori, gérer son risque de prix, c'est pas forcément très important. Il y a des années où, pour le coup, si on n'a pas fait d'économie, c'est dur. Et typiquement, l'année 2016, 2015-2016 sont des années qui ont été très difficiles dans le monde céréalier. Et puis, il y a des zones de prix un peu intermédiaires où la frontière entre une année rentable et une année qui ne l'est pas est assez ténue entre ces problématiques de rendement dont on parlait et puis des problématiques de marché volatiles pour lesquelles il faut être capable d'aller capter les opportunités quand elles se présentent. Alors,
Notre méthode de travail, elle est finalement assez simple. Tout d'abord, nous proposons à nos clients de définir un cadre de gestion. Un cadre de gestion, c'est quoi? C'est, dans le cadre d'un céréalier, par exemple, c'est comprendre ses coûts prévisionnels à l'hectare, faire plusieurs hypothèses de rendement pour essayer de mesurer un seuil de rentabilité à la tonne. Ce seuil de rentabilité à la tonne, il a ceci d'extrêmement important qu'il permet de rationaliser un prix de marché. Quand on parle d'un prix du blé à 170 € tonne, est-ce que c'est un bon prix ou est-ce que c'est un mauvais prix? Si on ne connaît pas son seuil de rentabilité, on est incapable de juger de ce prix-là. Donc, connaître ces seuils, c'est le point de départ du cadre de gestion. Le deuxième point qui nous semble extrêmement important, c'est planifier. Il faut connaître son besoin de fonds de roulement, il faut connaître son plan de trésorerie pour pouvoir se donner un tempo dans la commercialisation de ces grains. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a besoin de trésorerie au mois de décembre, impérativement, il ne faut pas commencer à se poser des questions au mois de novembre sur la vente de ces céréales. C'est trop tard. Il faut essayer d'anticiper un maximum et donc connaître la trésorerie, c'est le nerf de la guerre sur toutes les entreprises finalement. Et donc connaître et anticiper ses besoins, c'est un impératif. Et enfin, il est important de diversifier les outils dont on dispose pour commercialiser ces grains. Alors, je reste toujours dans mon exemple agri. Est-ce que je stocke ou pas mes grains? Quel est mon réseau d'acheteurs sur les marchés physiques? Et puis vous voyez que là, j'ai mis en rouge, est-ce que j'ai accès ou pas aux contrats à terme et aux contrats d'option? Et c'est extrêmement important de bien comprendre que dans le cadre du risk management, les futurs et les options, c'est un outil. Et ça doit rester un outil, ce n'est pas une finalité en soi. En revanche, s'il y a quelque chose qui est vraiment de plus en plus évident, c'est que c'est un outil qui est absolument indispensable. Travailler dans les marchés des grains aujourd'hui et ne pas avoir accès à ces outils financiers, c'est, je pense, très sérieusement se compliquer la vie. Et on va illustrer ça dans quelques exemples tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point, définir un cadre de gestion qui finalement est un cadre de gestion propre à chaque entreprise. Le deuxième point, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, étant donné que vous avez eu un point par Didier juste avant, c'est comprendre le marché. Alors, chez ODA, nous avons une cellule d'analystes dont le job, c'est de collecter, de trier, de créer de l'information. Et cette information-là, il faut la synthétiser pour en faire une analyse et se forger une opinion de marché. C'est extrêmement important d'avoir une opinion sur le complexe céréal ou sur le complexe oléagineux. Et à partir de ça, nous proposons à nos clients, nous écrivons pour nos clients des stratégies de mise en marché. Pourquoi est-ce qu'on écrit noir sur blanc une stratégie de commercialisation? Pour deux raisons. La première, c'est pour donner une valeur à cette analyse et finalement mesurer sa pertinence à la fin de la campagne. Et la seconde raison, c'est pour permettre à tous nos clients de se benchmarker par rapport à cette analyse de marché. Étant donné qu'elle est complètement indépendante, eh bien, nos clients peuvent se dire qu'en fonction de leur cadre de gestion propre, ils peuvent adapter cette stratégie-là pour mettre en place une stratégie individualisée. Bon, je ne m'étale pas là-dessus, vous avez compris qu'on regarde des bilans, des flux, des compétitivités, de la météo, des éléments conjoncturels, on fait travailler notre réseau. Enfin voilà, l'idée est d'avoir une opinion la plus indépendante possible et la plus fine possible sur une évolution de marché. Et donc, une stratégie, finalement, c'est quoi? C'est juste la réconciliation entre des contraintes d'entreprise et une opinion de marché. Et encore une fois, nous sommes convaincus que les marchés à terme et les marchés d'options sont des outils qui facilitent la prise de décision. Je prends quelques exemples très simples. J'ai besoin de trésorerie, mais je suis haussier. J'ai besoin de trésorerie, il faut que je vende. Ouais, mais je suis haussier. Je peux très bien vendre ma marchandise et acheter des lots futurs ou racheter des options. J'ai besoin de couvrir un prix, mais je ne veux pas engager de qualité auprès de mon acheteur final, parce que ma qualité, je ne la connais pas. Je récolterai dans 3 ou 4 mois, je ne connais pas la qualité de mes grains et je ne veux pas l'engager. C'est simple, vous voulez protéger un prix, il faut vendre. Vous ne voulez pas vendre de marchandises auprès de votre acheteur, vous vendez un contrat futur. Je suis haussier, mais je veux protéger un prix minimum parce que je sais que je suis rentable, parce que je connais mon trait de rentabilité. Eh bien, on peut travailler par des systèmes d'options. Donc, vous voyez, tous ces outils-là sont faits pour vous permettre de faciliter la prise de décision et de travailler en sécurisation de vos entreprises. Les avantages des marchés à terme sont assez simples. En fait, sont des échanges qui sont totalement transparents. C'est le même prix pour tout le monde. Et je dirais même qu'on peut constater que depuis 10 ou 12 ans, les marchés à terme ont apporté de la transparence sur les marchés de façon générale en France et presque même en Europe.
Et ce sont des échanges qui sont totalement sécurisés. Vous avez une chambre de compensation qui garantit la sécurité des transactions que vous faites sur ces outils-là. Et donc, ils vont vous permettre de couvrir des niveaux de prix sans forcément engager de marchandises, d'accéder à un vrai marché des assurances prix et d'aller chercher des opportunités de marché lorsqu'elles se présentent. Alors, pour ODA Futures, c'est une des filiales du groupe ODA qui a été créée fin 2009. On a développé un partenariat avec Saxo Bank avec une idée, c'était de dire qu'on veut donner à nos clients un accès simple et facile au marché à terme agricole. Et donc, nos objectifs, c'est vous apporter déjà notre spécificité qui est liée au monde agricole. On a développé une vraie expertise depuis 20 ans, une expertise de terrain, parce qu'on est une boîte qui a été créée par un agriculteur pour des agriculteurs. Donc on a vraiment cette expertise de terrain liée à l'agriculture. Vous apportez de l'expertise dans le positionnement de vos ordres sur la négociation d'options, notamment pour le travail d'un réseau. Et puis, bien évidemment, vous apportez les services de pointe d'un très grand partenaire financier qui est Saxo Bank. Alors, on peut peut-être jeter un œil à la plateforme. Alors, la question, c'est comment accéder à la plateforme. C'est là. Est-ce que je peux... Non. Ok. Ok. Ok, c'est là. Alors, je vais me reconnecter. L'idée, c'est de vous montrer qu'en fait, c'est un outil qui est assez simple à utiliser. Ça s'appelle Saxo Trader Go, qui est une plateforme de négociation assez facile d'utilisation. Donc là, j'ai fait un compte de démo. D'ailleurs, je vous invite, si vous souhaitez, aller sur notre site ODA Futures pour créer un compte de démo et pour pouvoir vous familiariser avec cet outil. Donc, en fait, la plateforme, elle est assez simple d'utilisation. Vous pouvez créer toute une liste de valeurs que vous souhaitez suivre. Donc là, j'ai mis par exemple du blé et du colza et la parité euro-dollar. Vous pouvez créer des graphiques qui sont liés à ces valeurs. Voilà, donc là, je suis sur le graphique du blé échéance mai 2017. Vous pouvez faire de l'analyse graphique. Vous avez pas mal d'outils techniques qui sont à votre disposition pour créer vos propres graphiques. Vous pouvez zoomer, vous pouvez le mettre en plein écran si vous avez besoin de mieux voir ces outils-là. Et puis vous avez dans le même temps le suivi de votre portefeuille en temps réel. C'est-à-dire que là, j'ai acheté 5 lots de blé à 175,25. Tiens, ça baisse un peu pour le coup. Donc ça, ce sont des positions qui sont ouvertes. Et puis dans le même temps, vous avez aussi le carnet d'ordre qui est en train de travailler. Et vous voyez que là, par exemple, j'ai dit que j'étais vendeur de colza à 400. Ce sont bien évidemment des exemples pour vous montrer le fonctionnement. Passer un ordre, c'est assez simple finalement. Imaginons que, tiens, je veuille acheter ou vendre un petit peu de blé sur l'échéance septembre. Il suffit tout simplement de cliquer sur l'échéance correspondante et vous avez un ticket d'opération qui apparaît et vous pouvez choisir le nombre de lots que vous souhaitez passer, le type d'ordre que vous souhaitez mettre, sa durée de vie, et puis acheter ou vendre en faisant travailler votre prix. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil qui est assez simple à prendre en main. Ce qui est assez intéressant, c'est que je me rends compte en tant que courtier que nos clients chez ODA Futures m'appellent pour passer des ordres, mais dans le même temps sont eux-mêmes connectés à leur plateforme. Et je pense que la valeur ajoutée que nous avons chez ODA Futures, c'est ce dont je vous parlais, cette expertise qu'on a, et le fait qu'on va vous apporter vraiment de la pédagogie pour vous permettre de vous familiariser avec l'outil et quelque part d'opérer en toute sérénité. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à nous téléphoner, c'est à ça qu'on sert, bien évidemment. Autre point positif sur la plateforme, alors qu'on ne verra pas forcément dans le détail là, étant donné que c'est un compte de démo, mais c'est que vous avez un accès à l'intégralité des rapports de compte qui sont très très simples, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher l'intégralité de vos relevés de compte, de la situation de votre compte en temps réel. Voilà, l'outil est vraiment conçu pour que ce soit facile d'accès et facile d'entendement. Voilà. Donc ça, c'est pour la plateforme. Bien évidemment, si vous avez des questions, on y répondra tout à l'heure. Alors, juste pour conclure, opérer, c'est bien, et opérer, c'est primordial, mais opérer, ça s'apprend. Ça s'apprend par de la formation académique,
Donc nous proposons des formations d'initiation au marché à terme et au marché d'options. Nous proposons des formations à la gestion du portefeuille d'options. Nous proposons des formations pour mettre en place des cadres de gestion individuelle. Et puis ça s'apprend aussi par de la formation continue, c'est-à-dire que nous avons mis en place depuis une vingtaine d'années des clubs d'agriculteurs, dans le cadre des céréaliers, pour continuer à progresser dans la connaissance de ces marchés-là. Et puis, au sein d'EDA Futures, nous avons développé un service de gestion privée, qu'on appelle la gestion conseillée, qui permet à celui qui le veut d'avoir un conseiller dédié pour lui permettre de gérer ses positions de commercialisation ou d'achat. Voilà. N'hésitez pas à aller sur notre site EDA Connect si vous souhaitez trouver des lieux de formation. On en a une trentaine prévus sur les 3 prochains mois, un peu partout en France, comme vous pouvez le voir. Et puis, je vous laisse ici nos contacts. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, soit vous passez par notre site EDA Futures, soit vous allez sur le site d'EDAConnect.net. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, il y a une question. Dis-moi. Sur quel marché est-ce que vous faites du conseil? Tu veux répondre, Didier? Bon, alors, nous avons fait une sélection des différentes questions qui nous sont arrivées depuis le début de ce web. N'hésitez pas à nous en poser d'autres. Donc, la première, c'est sur quel marché vous développez votre conseil. Donc, je pense comprendre qu'on parle d'ODA. Donc, aujourd'hui, ODA a développé des compétences d'analyse de marché qu'on peut appliquer à beaucoup de produits agricoles différents. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, nous nous focalisons sur l'attente de nos clients qui sont les produits agricoles produits en Europe, donc déjà tout ce qui est céréales oléagineux qu'on peut retrouver donc sur les marchés à terme au niveau d'Euronext, colza, blé, maïs, également sur le CME blé, donc des produits qui sont relativement classiques. Nous avons également de l'analyse sur tout ce qui est engrais, et donc le nouveau contrat qui a été développé par Euronext. Il nous arrive très régulièrement pour nos clients les plus avancés dans leur compréhension du marché de traiter des produits plutôt sur le CME à Chicago, donc, mais là c'est dans des opérations de trading qui sont relativement avancées. Dans le même temps, au niveau de l'analyse de marché, on a également développé des analyses typiquement sur le marché du saumon qui intéressait certains de nos clients, sur la noix de cajou, le café, le cacao. La technique d'analyse n'est jamais différente, c'est quelques mois de travail avec nos analystes pour comprendre les éléments les plus critiques qui influencent l'évolution du prix. Et après ces quelques mois de travail, on est capable de faire des prédictions sur l'évolution. Aujourd'hui, le produit le plus récent sur lequel nous avons beaucoup investi, c'est le marché du lait, produit d'actualité à l'heure actuelle, sur lequel nous sommes très positifs. Maintenant, la technique d'analyse de marché est une technique qui est maintenant totalement maîtrisée par notre dizaine d'analyses et qu'on peut développer sans aucune difficulté. Alors, la deuxième question qui nous est revenue est sur les personnes que nous sommes amenés à conseiller. Donc, le groupe ODA a été créé par des agriculteurs pour des agriculteurs. Maintenant, aujourd'hui, nous nous rendons disponibles pour les entreprises du secteur de l'agroalimentaire, c'est-à-dire toutes les sociétés qui sont aujourd'hui intéressées par la compréhension de l'évolution du prix, donc des grandes sociétés ou dit différemment des grandes marques que nous retrouvons dans les grands supermarchés et hypermarchés français, également des grandes chaînes d'hypermarchés qui sont intéressés dans leur partie achat sur la compréhension des marchés. Il nous arrive également de faire ce qu'on appelle de l'advisory, donc du conseil de haut niveau pour des fonds d'investissement ou des gens qui développent des stratégies d'investissement sur les marchés agricoles. Notre positionnement est toujours le même. Comment ça marche, comment le marché fonctionne, quelles sont nos attentes au niveau des évolutions du prix. Alors, excusez-moi, je vais regarder la question. Alors, sur le sucre, alors sujet très intéressant, donc comme vous le savez, les quotas betteraves sont en train de disparaître et donc le marché du sucre devient très prégnant dans le prix de la betterave. Donc aujourd'hui, cette analyse est également disponible. Nous avons une compétence très claire sur le marché du sucre. Les problématiques techniques, et là on rentre dans la technologie du marché qui me pousserait à conseiller à la personne qui me pose cette question déjà à être très très bien formée sur les marchés,
à la corrélation qu'on peut identifier entre la betterave, donc le prix, le produit qui sort du sol, et le prix du sucre. Aujourd'hui, quand nous étudions les contrats des différents grands sociétés qui interviennent sur le marché de la betterave, on se rend compte qu'il commence à y avoir une convergence, une corrélation de plus en plus établie entre le marché du sucre international et le marché de la betterave. Cette corrélation n'est pas encore complète, donc nous sommes relativement prudents dans les arbitrages que nous pouvons être amenés à proposer sur le marché du sucre. Ça va venir, bon, notre expérience passée sur le marché du colza en 1992, où le marché du blé nous montre qu'on a dans un premier temps, quand on rencontre une grande réforme de la politique agricole européenne, un facteur de retard d'à peu près 2 à 3 ans entre le comportement du marché et les us et coutumes internationales. Donc il est fort probable que la betterave l'an prochain sera rémunérée à un prix très correct, parce que le sucre reste porteur, même s'il a baissé de 30% dans les 2 derniers mois suite à une correction. On a eu un très grand mouvement haussier, une petite correction baissière, les prix sont très corrects. Donc la betterave pour la campagne prochaine devrait être très bien rémunérée, je pense au-dessus des 27 € la tonne. Dans le même temps, nous espérons que dans le futur proche, les grands groupes vont proposer aux agriculteurs un produit beaucoup mieux corrélé avec le sucre, avec un écart de prix, une base pour les techniciens ou ceux qui traitent régulièrement des céréales ou des oléagineux. C'est une évolution logique, donc on s'y prépare, nous avons déjà du conseil disponible sur le sucre. Dans le même temps, nous sommes très prudents sur l'utilisation par les agriculteurs des outils d'arbitrage sucre, car la corrélation n'est pas établie et n'est pas fixe aujourd'hui. Question d'après. Bonjour, quelle stratégie adoptez-vous pour le blé en 2017? Bon, donc déjà, on va beaucoup prier pour avoir un printemps correct, avec une luminosité correcte et que les rendements soient bons. ODA souhaitait à tous ses clients beaucoup de blé pour cette année, beaucoup de blé au niveau volume, mais également prix. Donc on va espérer une belle récolte. Et là, petite, aparté, nous avons toujours considéré l'Europe comme une immense zone de stabilité au niveau des rendements. Nous avons eu tort. L'an dernier nous a prouvé qu'il peut y avoir des accidents très importants d'un point de vue rendement, et donc j'engage beaucoup les agriculteurs à étudier toutes les solutions assurantielles pour les risques sauvages. Et là, on n'est pas dans l'assurance de marché, on est dans l'assurance assurantielle, donc des grandes compagnies d'assurance qui sont là pour nous aider dans des situations extrêmes. Et vraiment, regardez-le. C'était pas imaginable. On a beaucoup travaillé, comme vous le savez, tôt dans la campagne. Nous avons été les premiers à alerter sur une taille de récolte ridicule dès le début juillet. Et ça, grâce à nos analystes, mais également au réseau des agriculteurs ODA qui nous ont permis de faire des comptages, de vérifier nos hypothèses dans le champ, et donc dès mi-juillet prévenir qu'on avait une récolte aux alentours des 28 millions de tonnes. Dans le même temps, on est revenu jusqu'à, pour votre info et pour l'anecdote, 1860, un rendement aussi faible est inconnu en France. Donc des choses bizarres se produisent, c'est nouveau, donc il faut imaginer s'assurer. Bon, maintenant, nouvelle récolte 2017, donc on devrait terminer l'année 2016-2017 avec des stocks excessivement bas. Nous l'avons vu tout à l'heure, exportation qui reste très soutenue, quasiment au niveau de l'an dernier, alors que nous avons des disponibilités beaucoup plus faibles, donc une fin de campagne qui s'annonce compliquée, avec des exportations qu'il va falloir contraindre, donc des stocks très bas. Donc comme tous les ans, on ne fait rien de particulier, mais une période juillet-septembre qui va être très active à l'exportation, parce que les récoltes des pays de l'Est n'arrivent sur le marché international qu'au mois de septembre. Donc aujourd'hui, plutôt un biais haussier sur les céréales nouvelle campagne. Nous avons d'ailleurs conseillé d'ores et déjà à nos clients acheteurs de commencer leur couverture nouvelle campagne au niveau actuel. Donc plutôt positif. Dans le même temps, attention à la spéculation, Nicolas vous l'a expliqué, gérer un prix sur une exploitation, c'est pas acheter des lots alors qu'on n'a rien vendu, c'est réfléchir à son seuil de commercialisation, réfléchir à ses objectifs de produits et gérer avec les outils, dont les marchés à terme, une commercialisation sereine qui permet d'avoir un revenu constant et qui permet de remplir tous ces objectifs. Donc attention, oui, nous avons un biais plutôt haussier sur la nouvelle campagne, dans le même temps, prudence et surtout gestion de ces risques. Alors, excusez-moi, 2017, retour des tensions à l'Est, l'Ukraine, le Brexit, Trump, élection présidentielle en France. Oui.
Alors, merci pour la question, qui est large, comme on peut signe derrière. Alors déjà, le Brexit. ODA est présent dans 4 pays européens, en France déjà d'une façon très importante, mais également en Angleterre, en Ukraine et en Pologne. Donc nous avons vraiment une compréhension des problématiques locales qui vient du champ, entre guillemets. C'est nos clients, c'est des agriculteurs, des entreprises qui nous en parlent. Le Brexit en tant que tel est un dossier qui va être particulièrement pour nous important dans les mois qui viennent. Je ne pense pas qu'on ait conscience de la taille du problème. J'étais il y a quelques jours en Angleterre avec des agriculteurs qui représentent d'ailleurs la communauté agricole auprès des politiques anglais. Et quand je les interroge sur le Brexit, je vais faire simple. Leur demande vis-à-vis du gouvernement anglais est très simplissime. Ils veulent avoir tout ce qu'ils ont déjà avec l'Europe, les mêmes niveaux d'aide, le même niveau d'accès au marché européen, et si possible une simplification administrative. Donc vous voyez tout de suite que ça ne colle pas vraiment avec le débat qu'il peut y avoir sur le Brexit. Pour les agriculteurs, et eux vont le comprendre tout de suite, 85 000 collaborateurs saisonniers viennent chaque année en Angleterre d'Europe de l'Est pour aider aux récoltes de fruits et de légumes. Vous imaginez tout de suite, si ces 85 000 personnes ne peuvent pas venir, l'impact que ça va avoir sur l'agriculture anglaise. Donc aujourd'hui, qu'on soit très clair, il y a une décision politique importante qui a été confirmée par le Parlement. Dans le même temps, l'aspect technique de comment vont se passer ce divorce, utilisons des termes français sur ce terme, sont particulièrement embarrassants quand on est des techniciens de marché. D'un côté, les Anglais réclament un accès complet au marché européen, une toujours libre circulation des personnes, ce qui est très exactement l'opposé de ce qui est prévu dans le Brexit. Dans le même temps, au niveau européen, je pense que les Anglais n'ont absolument pas conscience que les gouvernements européens ne sont pas du tout dans une phase de négociation avec eux. Et vous l'évoquez dans votre question, les élections, que ce soit en France ou en Allemagne, ne vont pas favoriser une négociation sur des bases de compromis. Donc ce Brexit en tant que tel n'est qu'à son début. On n'a pas encore vu l'impact sur l'économie anglaise de façon significative de cette décision. Nous nous attendons à 2 ans de très grandes difficultés pour l'économie anglaise. Dans le même temps, et nous l'avons vu sur les blés français qui ont des prix qui, même bas, se tiennent par rapport au prix américain grâce à l'euro-dollar, la baisse très significative de la livre a permis aux agriculteurs anglais d'avoir des prix en livre très corrects. Et donc, ils vont pouvoir tenir le coup dans un premier temps. Maintenant, les négociations s'annoncent très, très compliquées. Au niveau des pays de l'Est, donc de l'Ukraine et de la Russie, je pense que on voit ça avec notre biais français. Quand on est au niveau local, déjà, on ne la sent pas, cette guerre. Je suis très régulièrement à Kiev et avec nos clients, et qu'on soit très très clair, il y a une problématique très 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 loin de la région de Kiev. L'agriculture ukrainienne continue son développement. Grâce à des fonds qui ont été amenés par le FMI aux banques ukrainiennes et aux banques qui agissent en Ukraine, les taux d'intérêt ont très fortement baissé en Ukraine, ce qui permet aux agro-holdings, aux agriculteurs d'investir dans des conditions beaucoup plus favorables. Donc cette agriculture, pour moi, va continuer son développement. Il y a une grande réforme qui serait nécessaire pour encore booster le développement, c'est une réforme de la terre. Je vous rappelle que dans cette région du monde, on ne peut pas acheter la terre. On a des baux avec des tout petits agriculteurs, donc une exploitation significative ukrainienne peut avoir plusieurs dizaines de milliers de bailleurs en face d'elle. C'est un des grands enjeux de l'Ukraine dans les 2-3 ans qui viennent. Aujourd'hui, pour nous, il n'y a rien de neuf à attendre de ce côté-là. Au niveau de la Russie, on n'a pas du tout conscience au niveau de l'Europe de l'Ouest que le grand embargo qui a été décrété pour la Russie et qui nous est décrit comme mettre la Russie dans des difficultés agricoles, la réalité est tout autre. Ça a permis à ce très grand pays agricole, je rappelle régulièrement qu'avant 1917, donc on remonte un peu en arrière, la Russie c'était le premier exportateur mondial de céréales et d'oléagineux, c'est un immense pays agricole. Cet embargo a été utilisé par les autorités russes pour relancer leur agriculture. Aujourd'hui, on assiste à une explosion dans l'élevage russe, dans la production de céréales russes. Il bénéficie en plus de prix d'intrants et en particulier d'engrais très bas, car beaucoup de gaz sont disponibles dans cette zone. Donc c'est une zone qui va continuer son développement. Il n'y a rien de majeur attendu au-delà des problématiques climatologiques. Dans le même temps, raison gardée par rapport à ça, l'augmentation de la production des pays de l'Est est plus que nécessitée par l'augmentation de la demande.
le driver de l'agriculture mondiale, c'est d'abord l'augmentation de la demande, c'est pas l'augmentation de la production, qui court en permanence pour remplir cette demande que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc nous avons besoin d'un développement de l'agriculture des pays de l'Est, il est le bienvenu, et donc il ne faut pas en avoir peur. La grande question à laquelle va devoir répondre l'Europe, c'est quelle agriculture pour l'Europe. Vous avez fait, les agriculteurs, un travail extraordinaire depuis 40 ans pour passer cette Europe qui était nette importatrice de produits agricoles à une situation de quasi-équilibre. Aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quand on étudie tous les flots de produits alimentaires vers l'Europe et depuis l'Europe, l'Europe est toujours nette importatrice. Nous ne sommes pas exportateurs, contrairement à l'image qui est véhiculée. Le grand débat, c'est est-ce que l'Europe pourra rester nette importatrice ou devra être exportateur pour contribuer à la sécurité alimentaire, en particulier de cette immense zone qui s'appelle l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, toutes nos études nous montrent qu'il faudra que l'Europe redevienne une grande zone de production et de développement de l'agriculture. Très clairement, au niveau de nos politiques, nous avons un petit peu de travail d'explication à faire et on y contribuera autant qu'ODA. Alors, question d'après. Un petit état des lieux des marchés domestiques en céréales. On va faire un petit peu d'histoire. Moisson de blé et d'orge, le Grand Quart Sud-Est très fortement impacté dans ses rendements, mais surtout dans ses qualités. Beaucoup d'opérateurs, mais pas ODA, décrivaient une situation dramatique avec des très grandes difficultés attendues pour pouvoir mettre en marché ces céréales du Grand Quart Nord-Est. Notre vision était complètement différente, de dire que le marché s'adapte en permanence à la qualité et pas le contraire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate factuellement? C'est que toute l'industrie meunière et amidonnière française et nord-européenne s'est adaptée en réduisant ces demandes qualitatives jusqu'à 72, 73 typiquement de poids spécifiques, que dans le même temps, l'alimentation du bétail a trouvé des solutions. Et force à constater aujourd'hui que le prix des blés fourragés, donc des blés qu'on va définir comme étant bas 70, min 68 aujourd'hui, qui étaient 72, min 70 il y a quelques semaines, et qui sûrement seront bas 68, min 66 dans le futur, ont trouvé leur débouché. Aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué sur le terrain de trouver ce type de blé qui se traite à des prix oscillant entre 140, 150, 155 euros. Je vous rappelle seulement qu'en période de moisson, les prix qui étaient mentionnés étaient plutôt dans les gammes de 110, 115 euros. Donc on se rend compte qu'il y a eu un mouvement d'adaptation au marché, une très très bonne demande. D'ailleurs, de façon assez ironique, on découvre qu'aujourd'hui, les volumes restants disponibles dans le marché français, c'est plutôt les qualités les meilleures de la moisson, qui ne font pas exceptionnelles non plus, hein. Mais aujourd'hui, restent dans les campagnes des blés à 74, 76, 78 de PS, qui vont devoir trouver leur chemin et qui le trouveront naturellement vers les canaux export ou vers la demande intérieure, maintenant pas à des primes qualitatives significatives. Nous avons besoin de ce type de blé pour l'exportation et ils vont naturellement partir vers l'export. Après, la deuxième problématique, c'est les colzas qui ont beaucoup été vendus par les agriculteurs français, déjà pour des raisons de trésorerie. C'était un produit facile à vendre en moisson, avec des prix très corrects, et dans le même temps qui est facilement arbitrable dans les marchés à terme. Comme Nicolas a pu vous l'évoquer tout à l'heure, c'est une façon simple de faire la trésorerie, de vendre le colza en début de campagne, d'acheter des futurs ou une option qui permet de bénéficier de la hausse. Ça a très très bien fonctionné pendant toute cette campagne, et ça sur seulement ce point, on peut justifier le fait d'avoir un compte de futur et de se former sur cet outil, qui est un outil remarquable pour décorréler la trésorerie d'un côté du prix de l'autre, et c'est un enjeu majeur dans beaucoup de fermes françaises. Donc le colza, lui, a beaucoup trouvé sa place en début de campagne. Aujourd'hui, on assiste à des disponibilités qui sont très très faibles dans le marché intérieur. L'Europe a dû faire appel à des grandes importations, que ce soit d'Australie, du Canada et de l'Ukraine, qui viennent sur l'Europe du Nord à l'heure actuelle. Aujourd'hui, quand nous comparons les différents prix, nous nous rendons compte que le prix européen est un peu trop bon marché par rapport au prix d'importation pour avoir la totalité des volumes qu'on a disponibles. Donc le colza a un léger potentiel de hausse supplémentaire. Au niveau du maïs, donc récolte très faible, comme vous l'avez vu. Dans le même temps, on n'a pas eu le temps tout à l'heure de l'évoquer, mais les importations ont lieu. Elles ne sont pas encore très significatives, donc il va falloir encore une fois motiver des importations très significatives
pour rééquilibrer le bilan européen du maïs. Donc c'est un produit qui va bien se tenir. Il y a une petite technicalité sur le marché du maïs qui va être la position juillet-septembre. Compte tenu des disponibilités, nous pensons que l'essentiel des ventes seront faits avant. Et donc nos clients français et nord-européens auront beaucoup de difficultés à s'approvisionner sur le juillet-septembre. Donc pour ceux qui ont des disponibilités de place, il y a peut-être des choses à étudier justement à rendre ce service à certains des acheteurs, de leur reporter la marchandise, bien évidemment moyennant une rémunération correcte. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Nous répondrons aux autres questions, ou n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une excellente journée et merci encore pour ce bon moment avec Saxo. Et à très bientôt sur les marchés. Au revoir.